Merci. Si j'ai bien compris, ici, par exemple, dans cette salle, nous avons... Vous adressez à qui spécifiquement ? Je ne sais pas. D'accord, ok. Je ne sais pas. Ma question est à large spectre, on va dire. Si j'ai bien compris, donc nous avons tous plus ou moins été traités par antibiotiques dans nos vies jusqu'à présent. Donc on court certains dangers, mais est-ce que c'est irréversible ? C'est-à-dire, est-ce qu'à partir de ce soir, maintenant qu'on a bien compris tous ces mécanismes, si on cesse d'utiliser des antibiotiques pour un peu tout et n'importe quoi, est-ce que nos organismes vivants vont pouvoir se nettoyer des antibiotiques ? Vas-y, Bruno. Merci, c'est une très bonne question. Donc, une des stratégies qu'on a utilisées, qu'on utilise aujourd'hui au monde, c'est très bien, on va utiliser moins des antibiotiques et comme ça, on a l'espoir que les bactéries vont devenir susceptibles aux antibiotiques. Est-ce que ça se passe toujours ? Non. Malheureusement, ça se passe toujours. Ça dépend du coût que pour la bactérie, ça a d'être résistante. Donc, pour certaines bactéries, être résistante, ça a un coût biologique important. Donc, ça veut dire qu'il se multiplie moins vite et ça a un coût. Donc, dans ces cas-là, si on n'utilise pas des antibiotiques, la bactérie qui n'ont pas ce coût-là, voilà, elles vont se multiplier très bien. Donc, les bactéries vont être sensibles aux antibiotiques facilement. Mais malheureusement, les antibiotiques sont très intelligents. Et malheureusement, il y a certains mécanismes de résistance aux antibiotiques qui n'ont presque aucun coût pour la bactérie. Et on a fait des expériences dans le laboratoire, c'est très facile à faire. Tu mets ensemble une bactérie résistante et sensible, et tu les mets sans antibiotiques, et tu regardes après qu'est-ce qui se passe, ils se multiplient dans la même vitesse les résistantes que les sensibles. Donc, ça dépend de chaque cas, de chaque bactérie et chaque antibiotique. Donc, donc la réponse, dans beaucoup de cas, oui, et donc c'est pour ça qu'au monde, on utilise ces stratégies, mais pas dans tous les cas. Bon, on peut commenter ça. On peut dire que ce qui est fait dans un laboratoire est fait en l'absence de tout l'environnement, qui est un environnement bactérien quand on est dans l'intestin, et que c'est peut-être à moduler, ce que tu as dit. Hein. Mais en gros, ça peut être vrai. Oui ? Non. Je ne voudrais pas donner l'impression non plus que les probiotiques ne sont pas un exploit à terme. Je voudrais juste espérer qu'ils soient mieux maîtrisés. Et donc peut-être qu'à terme, on pourra mieux encadrer les problèmes à court terme, voire chez certains à long terme, liés aux antibiothérapies. D'autres commentaires, d'autres questions ? Oui, monsieur ? Oui, en urgence infectieuse, que pensez-vous de l'antibiothérapie probabiliste, vu qu'un antibiogramme, ça prend souvent du temps. Sur une anaérobie, ça prend... Donc, quelle alternative ? Monsieur est chirurgien dentiste. Alors, on a besoin d'utiliser empiriquement des antibiotiques. On a besoin d'utiliser empiriquement des antibiotiques. Voilà, parce que les patients et la maladie et les bactéries ne peuvent pas atteindre les 3 jours que vous avez besoin pour faire un antibiogramme. Donc ça, c'est clair. Il faut utiliser des antibiotiques empiriquement pour se battre contre la bactérie. Mais ce qu'on est en train de faire, c'est d'aider aux médecins ou aux vétérinaires pour prescrire ou pour utiliser l'antibiotique qui marche mieux et qui est moins grave pour la résistance aux antibiotiques. Donc c'est plus que j'utilisais toujours cet antibiotique. Ah oui, je veux continuer à l'utiliser parce qu'il a toujours marché bien. Non, on a plus de données de l'épidémiologie de l'hôpital, de l'épidémiologie en général de l'entourage qui peuvent nous aider à prescrire mieux l'antibiotique. Et une voie de recherche très importante que nous sommes en train de suivre aujourd'hui, c'est le diagnostic rapide. Donc ça, c'est une outil très important, d'utiliser des PCR, multiplex PCR, beaucoup d'outils pour savoir dans peu d'heures quelle bactérie c'est et surtout quel antibiotique on peut utiliser. Donc ça, c'est un peu... Merci à vous. D'autres questions ?
Anne-Marie, ici après. Oui. Moi, c'était pas une question, c'était... actuellement, on parle beaucoup de la médecine personnalisée. Quelque part, finalement, c'est ça que vous proposez plus ou moins. C'est qu'il y ait une attention particulière à chaque patient, de façon à prescrire l'antibiotique avec la dose qu'il faut, etc. Et si possible aussi, en tenant compte de sa constitution génétique ou de ce qu'on peut savoir, puisqu'actuellement, un grand nombre de personnes aspirent à séquencer leur génome pour pouvoir justement avoir des thérapeutiques personnalisées. Est-ce que c'est pensable ? Attends, séquencer les génomes, c'est pas séquencer le microbiote. Hein. C'est deux choses un peu différentes là, hein, Anne-Marie. Donc moi je pense qu'on va arriver à une période où les médecins vont prescrire de séquencer les microbiotes, hein, de faire de la métagénomique sur les microbiotes pour pouvoir adapter le meilleur antibiotique possible. Ça, je pense qu'on n'est pas très loin de ça. Oui. Alors d'autant plus qu'on sait, c'est notamment, ça a été décrit pour la lévodopa, pour les gens qui sont atteints de maladie de Parkinson, on sait que le microbiote modifie les médications, modifie les médicaments. Et donc en plus, il y aura une couche supplémentaire au niveau du microbiote qui sera, dans certains cas, de ne pas prescrire certains médicaments parce que de toute façon, ils seraient inactivés par le microbiote. Il y a plusieurs exemples comme ça, notamment sur des antiviraux, ou notamment vaginaux, contre le sida, qui sont modifiés par les lactobacilles. Et quand on a certains lactobacilles, eh bien, le traitement ne sert à rien. Donc cette perspective de séquencer le microbiote, sans doute, elle servira aussi à choisir les médicaments. Mais il y a quand même un truc, c'est qu'aujourd'hui, il y a des boîtes qui commencent à nous vendre ça, alors même qu'on est encore très loin de savoir réellement, fonctionnellement interpréter le microbiote. Mais vous pouvez déjà acheter le séquençage de votre microbiote, c'est pas très cher. Mais par contre, la notice qui va avec sera sans doute assez molle intellectuellement. Il y avait une autre question par ici. Oui, madame. Ça marche, ça, voilà. J'ai deux questions. La première, c'est de savoir, avec l'arrivée de toutes ces résistances aux antibiotiques, pourquoi les laboratoires pharmaceutiques ne développent pas d'autres antibiotiques, puisque finalement, il y aurait vraiment une raison importante. Et la deuxième question, c'est si ces résistances aux antibiotiques continuent à augmenter, est-ce qu'on pourra être amené à réutiliser les virus tueurs de bactéries pour pallier ces problèmes de résistance ? Les bactériophages ont peut-être des beaux jours devant nous. Il y a un certain nombre de pays qui ont une tradition d'utilisation des bactériophages. C'est par exemple la Russie et la Géorgie. Mais je reconnais qu'à l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges, Alain Dublanchet est depuis des années désireux d'entreprendre des expérimentations avec les bactériophages et je pense qu'il a éprouvé de grandes difficultés à monter des expérimentations acceptables par la communauté. Et toi, t'en penses quoi ? Parce que moi, j'ai une idée aussi. Moi, je pense que, d'abord, la condamnation du bactériophage avait l'air un peu d'un truc politique. On voit bien comment, quelque part, il y avait une frontière. Les bactériophages, on peut les prescrire et on peut les trouver dans les pharmacies en Russie. Maintenant, la Russie n'a pas très bonne presse en ce moment, à tout point de vue. Mais moi, je pense qu'il aurait été loyal de faire un essai des bactériophages. Et en particulier à cause des biofilms. Je crois que tu as évoqué le fait que... Non, c'est vous qui avez évoqué les biofilms. C'est-à-dire le fait que les bactéries se rapprochent et constituent des espèces de tapis contre lesquels les antibiotiques ne peuvent rien. Et justement, les bactériophages semblent avoir une indication dans la prévention de la constitution de ces biofilms. Donc, pourquoi pas les essayer ? Moi, je trouve que c'est assez séduisant d'utiliser des bactériophages. On a vu quand même des cas de guérison, par exemple sur la peau, oui, sur la peau. Mais l'importance qui a été soulignée, c'est qu'il faut trouver le bon bactériophage pour la bonne bactérie. Donc, en fait, il faut avoir une librairie, une bibliothèque de bactériophages et tester si la bactérie
est sensible. Mais si on a un gros problème sur la peau et qu'on peut mettre un tout petit peu de bactériophage et être guéri, je ne vois pas pourquoi on s'en priverait. Hein. Franchement, là... Mais ils ont justement des grandes librairies de bactériophages. Et si vous avez une bactérie qui est responsable d'un gros problème sur la peau, vous l'isolez et vous testez si les bactériophages sont spécifiques. Il y a aussi une petite boîte, une petite start-up en Israël où ils en ont aussi beaucoup de bactériophages. Donc je pense qu'il ne faut pas complètement ignorer cette solution-là. Il y a 3 mois, une petite fille avec une infection pulmonaire grave, ça veut dire qu'elle n'avait aucun traitement possible, était guérie avec un cocktail de phage. Et c'était Mycobacterium abscessus, donc c'est même avec une bactérie intracellulaire. Donc ça a été utilisé cliniquement à Londres. Et ça nous a donné un exemple ici en Europe que vraiment l'utilisation clinique peut vraiment guérir dans la peau, mais même aussi dans des organes internes où là où on pensait que vraiment c'était pas capable. Donc oui, il y a un futur de l'utilisation, comme Pascal dit, des cocktails de phage qui peuvent avoir un futur très, très brillant. Oui, enfin, il y a des essais qui ont été faits. Il y avait un essai qui était, je crois que ça s'appelait Fago-Burn, c'était pas ça, M. Briquet ? Fago-Burn, qui a été fait pour tester sur Pseudomonas pour voir si c'était efficace. Mais les essais sont encore en cours, là. Il y a une question de ce côté-ci. Oui. C'est simplement ma première question à laquelle on n'a pas encore répondu, savoir pourquoi les laboratoires pharmaceutiques n'ont plus envie finalement de chercher de nouveaux antibiotiques. Alors, oui, je poserais simplement la question concernant les infections nosocomiales. C'est tabou, on n'en parle pas. Oui, tu as raison. La plupart de la découverte des nouvelles molécules est basée sur des petites boîtes biotechnologiques partout au monde. Donc, c'est vrai que la grande industrie pharmaceutique l'a abandonné. Maintenant, on a un essai au monde de les aider à développer des antibiotiques. Le problème avec les antibiotiques, c'est que tu veux qu'une boîte pharmaceutique développe un antibiotique, mais tu veux que cet antibiotique ne soit pas utilisé. Donc, il y a une paradoxe. Donc, le prochain antibiotique qui va sortir au marché au Royaume-Uni va être vendu ou utilisé avec une théorie économique, que ça veut dire des déclenchements. Il va y avoir un délinkage, un découplement de le revenu de la boîte pharmaceutique et la vente de l'antibiotique. Ça veut dire que la boîte pharmaceutique va recevoir un argent constant chaque année, indépendamment de combien d'antibiotiques ils vendent. Ça s'appelle des linkages à niveau économique, c'est très connu. Et voilà, et peut-être que ça va aider aussi des grandes boîtes aussi de se remettre dans ce marché. Merci. Oui, je posais la question concernant les infections nosocomiales dont on ne parle pas, c'est tabou dans les hôpitaux. Alors, sur les infections nosocomiales, elles sont souvent perçues comme une erreur du monde médical ou un dysfonctionnement des hôpitaux, mais en fait, quand on y réfléchit, elles sont tout à fait attendues et elles ne sont pas un dysfonctionnement. Vous avez un cocktail explosif entre des organismes souvent affaiblis, donc capables d'attraper des maladies, d'ailleurs même des microbes ordinaires comme le Staphylococcus epidermidis dont je parlais tout à l'heure, de la peau qui ne sont pas pathogènes, peuvent le devenir dans certaines conditions, en opportuniste. On a un milieu qui est hyper lavé, donc où il n'y a pas de flore-écran, il n'y a pas de compétiteurs à l'installation, au moins sur les surfaces extérieures, sur les surfaces environnantes, il n'y a pas de flore-écran qui empêche l'installation des indésirables. Et puis la dernière chose, c'est qu'on est quand même dans un des endroits où on a le plus fort taux
d'antibiotiques, et donc la pression de sélection est terrible. Mais quand on dit que la pression de sélection est terrible, c'est non seulement qu'il y a une forte pression de sélection qui va favoriser ceux qui sont là, mais comme tous les autres sont abattus, n'est-ce pas, il y a vraiment de la place pour le candidat, même s'il a une drôle de tête parce qu'il fonctionne peu, parce que la résistance est au moins dans un premier temps très lourde physiologiquement pour lui, il a beaucoup de place. Voilà, donc c'est le cocktail explosif de l'espace vide, des malades et de la pression antibiotique. J'ai l'impression que notre président voulait faire un petit commentaire. Oui, parce que comme hospitalier, je peux dire quand même qu'il y a ce qu'on appelle le CLIN, le comité de lutte contre les infections nosocomiales, qui existe depuis très longtemps. Autrement dit, l'hôpital a pris toutes ses responsabilités, donc il n'y a pas de tabou. Il y a des médecins, des infirmières, du personnel soignant et l'administration qui, depuis au moins une vingtaine d'années, ont mis en place tous les processus de lutte contre les infections nosocomiales. Pendant qu'on y est, je voudrais poser une question à mes collègues. Moi, j'avais été, à un moment donné, très intéressé par des recherches originales sur la manière de lutter contre les agents infectieux, bactéries ou autres, par une équipe japonaise qui travaillait avec l'idée qu'on pourrait peut-être sélectionner des molécules naturelles qui permettaient de pouvoir s'opposer aux germes, avec l'idée que, par exemple, en les exposant à des enzymes protéolytiques, on pourrait avoir des actinomycètes ou on pourrait avoir des espèces qui pourraient produire des antiprotéases. Et c'est, par exemple, la découverte du groupe qui a travaillé sur la pepstatine, la chymostatine, etc. Je voulais savoir si cette ligne de recherche qui était originale, qui s'éloignait de la recherche classique par l'industrie pharmaceutique d'antibiotiques, avait été suivie. Je pense au groupe d'Umezawa, qui était à côté de Tokyo, chez qui j'ai passé trois semaines pour d'autres raisons, parce que ces produits antiprotéasiques sont aussi utiles comme des outils pour d'autres soucis. Mais l'idée au départ, c'était un institut de microbiologie avec une ligne de recherche qui était originale par rapport au laboratoire classique qui faisait une recherche d'antibiotiques. En fait, merci pour la question. Alors, en fait, grâce au problème de la résistance aux antibiotiques, maintenant, dans la recherche, il y a beaucoup de fleurs qui étaient fermées pour la recherche, qu'ils sont en train de voir l'air d'un coup, et on est en train de découvrir. Par exemple, la phage-thérapie est endormie. Donc, il y a beaucoup de stratégies, même des stratégies anti-évolution des bactéries. Donc, on sait que le taux de mutation des bactéries est contrôlé par un mécanisme SOS, par exemple. Donc, il y a des molécules anti-SOS qui inhibent les SOS. Donc, ça veut dire que les bactéries produisent moins de mutations. Nous, on a testé, par exemple, une molécule anti-transfert de gènes. Donc, on sait que les bactéries se transfèrent des gènes. Donc, on a donné ça aux souris et on a bloqué les transferts des gènes d'une bactérie à une autre, et comme ça, ils n'évoluent pas. Donc, il y a beaucoup de stratégies nouvelles. Celle-là que vous dites, c'est des stratégies antivirulence. Donc, ça veut dire, si on donne une molécule à une bactérie qui est en train de produire une maladie, et on donne une molécule qui ne tue pas cette bactérie, mais qui fait que cette bactérie n'est pas capable de produire des facteurs de virulence, donc la bactérie ne va pas pouvoir développer sa maladie, et on va donner à notre système immunitaire le temps pour tuer cette bactérie. Donc les molécules antivirulentes, elles me plaisent beaucoup parce qu'ils ne vont pas directement tuer les bactéries, mais ils ne vont pas affecter aussi le reste des microbiomes, mais ils vont directement aider au système immunitaire pour tuer cette bactérie. Donc ça, c'est aussi une stratégie qui est très suivie aujourd'hui. Il y a plus, on n'a pas parlé de ça, peut-être un autre jour, si vous pouvez m'inviter et je viens vous expliquer. Non, mais il y en a d'autres. Des nouvelles vaccins, par exemple, les vaccins antibactériens. Oui, ça c'est autre chose, les vaccins. Non, ce n'est pas autre chose. Les vaccins font que tu as moins d'infections virales et moins d'infections bactériennes. Et ça veut dire que tu utilises beaucoup moins d'antibiotiques. En fait, les vaccins contre les pneumocoques des enfants en Europe, c'était la mesure plus effective en Europe pour réduire l'utilisation de la pénicilline.
parce qu'il y avait moins de pneumococos, et comme ça, on a utilisé beaucoup moins. Donc ça, mais là, ce n'est pas une action vraiment directe. Mais dans les actions directes contre les bactéries, il y a d'autres stratégies. Oui. Par exemple, il y a des stratégies qui vont dire on va aller contre le quorum sensing, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a beaucoup de bactéries qui ne vont produire leur facteur de virulence que si elles ont atteint une certaine densité. On va essayer d'aller contre cette densité, d'essayer de contrecarrer ce quorum sensing, par exemple en allant contre la molécule qui fait qu'elles sentent qu'elles ont une forte densité. Et puis il y a une autre stratégie qui est utilisée par un de nos collègues à l'Institut Pasteur, en tout cas qui sont en train d'essayer de mettre au point des outils qui dérivent du système CRISPR. C'est-à-dire l'idée de dire, on va essayer d'aller cibler certaines bactéries soit à des gènes de virulence, soit à des gènes de résistance, en faisant passer, par exemple, un plasmide qui porte ce qu'il faut, d'une bactérie directement sur une autre bactérie. Il y a quand même beaucoup de stratégies à l'heure actuelle qui sont utilisées. Il y a eu aussi un autre article qui a été publié dans Nature Biotechnology, où justement on faisait passer un antibactérien, si on peut dire, qui ne serait actif que s'il était dans une bactérie où il y avait un activateur, par exemple dans Vibrio cholerae. Donc je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont en train d'essayer d'avoir des stratégies différentes que des antibiotiques, mais qui sont quand même des antibactériens. On va peut-être prendre une question dans la salle, là, parce que... Vincent Courtillot. Oui, j'étais extrêmement intrigué par le modèle économique dont vous avez parlé, M. González-Zorn. Qu'est-ce qui financerait, assurerait ce financement annuel indépendant de la vente du médicament, et qui est-ce qui autoriserait, suivant les régimes, les pays, pas seulement en France, mais comment est-ce que ça se passerait en Russie et comment est-ce que ça se passerait aux États-Unis? Alors ça, c'est un projet pilote avec lequel le prochain antibiotique au Royaume-Uni va sortir. Donc c'est la première fois dans l'histoire qu'on fait ça. Les financeurs, c'est l'État, parce que l'État a fait ses calculs. Et les calculs, comme je vous ai montré, de la résistance est très haute. À niveau des gens qui ne vont pas travailler, coût médical. Et si vous faites vraiment votre somme des coûts de la résistance aux antibiotiques, qui a été très bien faite au Royaume-Uni, vous pouvez voir que c'est beaucoup moins cher de ce système-là. C'est en tout cas ce qui est en train d'être testé. Mais l'idée, c'est que c'est beaucoup moins cher financer cette façon d'utiliser un antibiotique qui est de guérir beaucoup de patients pendant beaucoup d'années. C'est quand même une expérience macroéconomique dans un petit pays et on verra qu'est-ce que ça donne. Donc c'est fait où ça? Au Royaume-Uni. Je trouve que c'est très intéressant, effectivement, de commencer à penser l'utilisation des antibiotiques. Mais là, le problème auquel on se heurte, c'est celui de les penser à l'échelle où se structure l'émergence des résistances. Et là, c'est le problème, quid en dehors de l'Europe? On n'aura pas la main sur toutes les législations. Et tant qu'il y aura un maillon faible... Oui, en fait, les antibiotiques sont devenus des médicaments orphelins, en particulier quand on pense à l'utilisation de ces stratégies dans les pays moins fortunés. Donc il y a des mécanismes de financement qui sont prévus pour cela, et les antibiotiques ou les stratégies nouvelles rentrent tout à fait dans cette catégorie. Merci pour vos 3 présentations déjà. J'étais très intéressé par l'aspect par rapport à votre présentation, Marc-André Sellos, sur l'apport écologique peut-être de l'étude du microbiote humain. Et ma question, c'était par rapport aux 2 diagrammes que vous avez montrés avec l'augmentation des maladies occidentales. Est-ce qu'on peut associer ça à une perte, à une érosion de la biodiversité microbienne, comme vous disiez, sur les humains? Comment faire pour la regagner si c'est le cas? Et pour pousser la réflexion encore plus loin, est-ce qu'il y aura un apport, est-ce qu'il y a des études sur, vous parliez de murs sélectifs, donc une approche évolutive, est-ce qu'il y a une approche fonctionnelle de la modification, d'utilisation du microbiote pour résister aux résistances qu'on rencontre? Voilà, merci.
Alors, sur les résistances, pas que je sache, je ne vois pas d'ailleurs comment. Mais en revanche, la vraie question, c'est d'arriver à se contaminer, au sens noble du coup, puisqu'il s'agit d'un microbiote positif, très rapidement. Et très rapidement parce qu'il y a un certain nombre de problèmes qui sont liés à un développement différent en présence de microbes différents. Et ça, c'est tout le problème de laisser nos enfants se coloniser. Brièvement, le lait maternel contient des sucres qui aident à se développer certaines bactéries favorables, qui ne sont pas digestes pour l'enfant, hein, mais qui sont favorables pour des bifidobactéries ou des lactobacilles. Et donc, quand aujourd'hui, ce n'est pas la mère qui donne le sein, il faut y envisager de suppléer à ça. Et je ne suis pas en train de dire que toutes les mamans doivent donner le sein. Au contraire, hein, ce que je veux dire, c'est qu'il faut le gérer. Et puis, il y a ces attitudes contaminantes qu'on a dans l'enfance. Les enfants mettent tout dans la bouche. Si un tel trait est spontané, or il l'est, et je l'ai vérifié, il est transcivilisationnel, c'est pas un truc uniquement européen, c'est sans doute quelque chose qui, entre autres, a des fonctions d'autocontamination. Il faudrait qu'on arrive vraiment à gérer l'autocontamination pour une construction rapide du microbiote. Et une des façons de se salir proprement, pour reprendre l'image de la saleté propre, c'est d'avoir les vaccins en garde-fou, pour que ne rentrent pas les indésirables. Ok, merci. On prend la dernière question. Oui, merci pour ces exposés qui étaient vraiment tout à fait informatifs et très précis. Et du coup, par rapport à l'importance, comme chacun l'a évoqué, de l'antibiotique vis-à-vis de presque de la survie de l'humanité, enfin, que se serait-il passé si il n'y avait pas eu la découverte des antibiotiques? Est-ce que, en effet, la vie sur Terre aurait décliné comme vous l'aviez évoqué ou... Ça, c'est une très, très bonne question. Quand j'ai montré la figure de l'utilisation clinique des antibiotiques et comment le numéro d'êtres humains a augmenté, une étudiante de 14 ans, il n'y a pas longtemps, me disait, en regardant cette figure, elle me disait, « Ah, alors on a cassé l'équilibre. » Pas con, hein? Alors, avec l'utilisation, on a un peu cassé l'équilibre maladie, êtres humains, Terre. Donc, je crois qu'on serait moins personnes dans la Terre, mais probablement avec plus d'équilibre avec notre Terre. Probablement. Alors, pas d'extension, mais vous voyez. Merci beaucoup. C'est une question très intéressante sur laquelle on pourrait discuter. Oui, tout à fait. Mais je pensais un peu à ça aussi. Merci. Bon, il nous reste à remercier les 3 orateurs en les applaudissant. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens parmi vous qui sont intéressés à antibiotiques, résistance et microbiote. Je vais vous annoncer un colloque qui va avoir lieu le 17 juin 2020, donc dans un peu plus de 6 mois, et qui sera organisé par 6 académies, l'Académie des sciences, l'Académie de médecine, l'Académie de pharmacie, et ce sera dans l'amphithéâtre de la rue Laumont à l'Institut Curie. Voilà. 17 juin 2020. Oui. Je crois que Claude Debru va faire un commentaire. Je voulais juste, puisque nous sommes dans un cadre d'histoire de philosophie des sciences, c'est la spécialité de ces 5 à 7, dire que nous avons vraiment assisté à la manière dont l'histoire des sciences, que nous avons quand même retracée, rejoint les problèmes contemporains, et cela a été l'objet de très belles discussions. Nous avons assisté finalement à un changement de paradigme, avec le passage d'une stratégie qui consistait à contrer la résistance aux antibiotiques en modifiant chimiquement, et le rôle des chimistes a été très important dans toute cette histoire, il faut le rappeler, donc en modifiant chimiquement l'antibiotique, jusqu'à toutes sortes de nouvelles stratégies, et ça c'est un véritable changement de paradigme, me semble-t-il, historiquement parlant. Voilà, c'est une conclusion philosophique, une course de vitesse entre la créativité des micro-organismes et la créativité des chercheurs.